Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui, à première vue, semble complètement paradoxale. Comment est-ce que le hasard, l'incertitude pure, peut devenir un outil de calcul d'une précision absolument redoutable? On va plonger ensemble dans les méthodes de Monte-Carlo. Oui, c'est une question qui a de quoi surprendre. Comment est-ce qu'un simple lancer de dés, l'aléatoire à l'état pur, pourrait bien réussir là où des calculs ultra rigoureux, eux, se cassent les dents? Eh bien, c'est pourtant le principe fondamental qui se cache derrière l'une des techniques les plus puissantes de la science et de l'intelligence artificielle. Ces méthodes, il faut savoir qu'elles sont nées des besoins de la physique nucléaire, et elles sont aujourd'hui au cœur même des algorithmes qui battent les meilleurs joueurs de Go du monde. L'idée de base est à la fois simple et brillante. On va utiliser un très grand nombre de simulations aléatoires pour estimer un résultat. Et comme ça, on transforme l'incertitude en un outil de calcul d'une précision incroyable. Voilà le programme qu'on va suivre. On va commencer par l'idée de base, ce fameux pari sur le hasard, puis on explorera ses origines un peu secrètes, on détaillera ensuite les algorithmes clés, on verra leurs applications bien concrètes, et on terminera par un regard sur leurs limites et bien sûr leur avenir. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette idée de parier sur l'aléatoire? Le point de départ, c'est celui-ci. Beaucoup de problèmes, que ce soit en finance, en physique ou en IA, sont tout simplement trop complexes pour être résolus de manière directe, ce qu'on appelle de manière déterministe. Le nombre de variables, de possibilités est tellement immense qu'un calcul exhaustif prendrait des milliers d'années. La solution de Monte-Carlo, c'est de ne même pas essayer de tout calculer. L'idée, c'est plutôt d'échantillonner intelligemment cet immense espace de possibilités. Donc si on veut être un peu plus formel, le concept clé, c'est l'échantillonnage aléatoire répété. Plutôt que de chercher une seule et unique réponse parfaite, on va générer des milliers, voire des millions de réponses approximatives grâce au hasard. Et c'est là que la magie opère. La loi des grands nombres nous garantit que la moyenne de toutes ces estimations va petit à petit converger vers la véritable solution. Pour que ce soit plus concret, imaginez qu'on ait une carte, un grand rectangle avec un lac de forme très bizarre dessiné dessus. On connaît la surface totale de la carte rectangulaire, ça c'est facile. Maintenant, si on fait tomber des milliers de gouttes de pluie au hasard sur toute la carte, la proportion de gouttes qui tombent à l'intérieur du lac par rapport au total nous donnera une excellente estimation de la surface du lac. C'est tout bête, mais c'est exactement ça le principe de Monte-Carlo. Passons maintenant aux origines de cette méthode, parce qu'elles sont au moins aussi fascinantes que la méthode elle-même. Et oui, cette histoire nous ramène tout droit au projet Manhattan. Des scientifiques comme Metropolis, Taylor ou les Rosenbluth faisaient face à un problème colossal: comment modéliser le comportement des neutrons dans la matière fissile. C'était bien trop compliqué pour les ordinateurs de l'époque. Ils ont donc inventé cette approche d'échantillonnage aléatoire et ils l'ont baptisé Monte-Carlo, un petit clin d'œil au célèbre casino, symbole du hasard qu'ils venaient tout juste de dompter. Depuis cette publication de 1953, la méthode a énormément évolué. En 1970, Hastings l'a généralisée, ce qui l'a rendue applicable à beaucoup plus de problèmes. Puis, dans les années 80, son mariage avec la physique a donné naissance à HMC, super efficace pour les problèmes à haute dimension. Et le grand tournant, c'est en 2006, quand son application à la recherche arborescente a complètement changé la donne pour l'IA dans les jeux de stratégie. Bon, maintenant, ouvrons cette boîte à outils et regardons de plus près les deux familles d'algorithmes les plus influentes. Commençons par la chaîne de Markov-Monte-Carlo, ou MCMC. Son but, c'est d'explorer un paysage de probabilités qui est inconnu et souvent très complexe. Au lieu de tirer des échantillons au hasard n'importe où, on va créer une chaîne où chaque nouvel échantillon dépend intelligemment du précédent. C'est une sorte de marche guidée qui, après un petit temps d'échauffement, se met à explorer les zones les plus probables de notre paysage. Mathématiquement, on est sûr qu'elle converge vers la distribution qu'on cherche à comprendre. On peut imaginer ça comme un promeneur un peu ivre dans une vallée en pleine nuit. Il ne voit pas grand-chose. Il fait un pas dans une direction au hasard. Si ça descend, il continue. Si ça monte, il y a une certaine probabilité qu'il fasse demi-tour. À force de se balader comme ça, même sans aucune vision globale, il va finir par passer le plus clair de son temps dans les points les plus bas de la vallée. Et au final, il nous aura dessiné une carte de ces zones les plus profondes. Passons maintenant à la recherche arborescente Monte-Carlo, ou MCTS. C'est elle qui a été rendue célèbre par AlphaGo. Là, l'objectif change. Il ne s'agit plus de cartographier un paysage, mais de trouver le meilleur chemin possible dans un arbre de décision qui est gigantesque. Au jeu de Go, par exemple, le nombre de parties possibles dépasse le nombre d'atomes dans l'univers. C'était un mur inenfranchissable pour les IA d'avant. Le MCTS a été une révolution parce qu'il a permis de naviguer dans cet arbre quasi infini de manière ciblée, en explorant que les branches qui semblaient prometteuses grâce à des simulations aléatoires. Le processus du MCTS, c'est en fait une boucle très élégante et très rapide. C'est un cycle en 4 étapes qui se répète des milliers de fois par seconde pour évaluer la meilleure décision à prendre. Ces 4 étapes, c'est vraiment le cœur du réacteur MCTS. D'abord, on descend dans l'arbre qu'on a déjà construit en choisissant les coups qui semblaient meilleurs, c'est la sélection.
Ensuite, quand on arrive sur une feuille de l'arbre, on ajoute un nouveau coup possible, c'est l'expansion. À partir de là, on joue une partie complète, mais complètement au hasard jusqu'à la fin, ça c'est la simulation. Et enfin, on remonte tout le chemin qu'on a parcouru et on met à jour les statistiques de chaque coup avec le résultat. Victoire ou défaite, c'est la rétropropagation. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, voyons un peu où ces outils font une vraie différence dans le monde réel. Cette comparaison est super intéressante. D'un côté, on a l'IA de jeu avec MCTS qui cherche la meilleure séquence d'action. Son grand défi, c'est de trouver le juste milieu entre explorer de nouveaux coups et exploiter ceux qui marchent déjà bien. Et de l'autre côté, on a l'inférence bayésienne avec MCMC qui, elle, vise à cartographier la distribution de probabilité des paramètres d'un modèle. Deux problèmes très différents, résolus par deux facettes de la même grande idée. Et les applications, elles ne s'arrêtent pas là, loin de là. En finance, on s'en sert pour simuler des milliers de scénarios futurs pour un marché. En physique, on modélise des systèmes de particules incroyablement complexes. Et en ingénierie, on teste la robustesse de certaines conceptions. Le hasard est vraiment partout. Mais attention, comme n'importe quel outil très puissant, les méthodes de Monte-Carlo ont leurs faiblesses, leurs kryptonites. Et ce point est essentiel. La qualité du résultat dépend directement de l'effort qu'on y met. Il n'y a pas de magie. La précision est directement liée au budget de calcul, c'est-à-dire au nombre de simulations qu'on peut se permettre de lancer. Les trois principaux défis sont, d'abord, le coût de calcul. La précision n'augmente qu'avec la racine carrée du nombre d'échantillons. En gros, pour doubler la précision, il faut quadrupler le temps de calcul. Ensuite, la convergence. C'est difficile de savoir si notre simulation a tourné assez longtemps pour nous donner un résultat fiable. Et enfin, le fameux fléau de la dimensionnalité. Plus un problème a de variables, plus l'espace des possibilités devient immense et vide. C'est comme chercher une aiguille dans un univers de bottes de foin. Et là, l'échantillonnage aléatoire perd de son efficacité. Pour résumer, retenons 4 idées principales. Premièrement, un hasard bien guidé peut résoudre des problèmes qui sont hors de portée des méthodes directes. Deuxièmement, le MCTS est le roi de la décision stratégique. Troisièmement, le MCMC est un pilier de la modélisation statistique moderne. Et enfin, et c'est important de le garder en tête, cette puissance n'est pas gratuite, elle demande une énorme capacité de calcul. Alors qu'on continue de repousser les limites de la science et de l'IA, la question reste ouverte. Quels sont les problèmes qu'on considère aujourd'hui comme insolubles et qui attendent simplement qu'on invente le bon type de marche aléatoire pour les résoudre? La découverte de nouveaux matériaux? La conception de médicaments? Peut-être même la compréhension de la conscience? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette exploration.